Bonjour à tous, nous allons poursuivre sur ce sujet de la contamination des cires. Je vais vous présenter le résultat d'une étude qui s'appelle CIMCA, donc une étude qui consistait à analyser les cires et d'étudier leur toxicité et l'évaluation de leur toxicité pour un usage apicole. Nous avions pour ce programme travaillé avec le réseau français des ADA et nous avons également travaillé avec l'Institut de l'abeille, l'INRA, et en financement, nous devons donc remercier nos financeurs France Agrimaire et Interrapie. Grâce à eux, nous avons pu conduire cette étude. Le contexte de l'étude part sur le réseau de la cire en France. On a une production annuelle qui est estimée entre 30 et 50 tonnes de cire par an. Cire d'opercule, et cette masse correspond plus ou moins à 1,5% de la masse de miel produite en France chaque année. On remarque qu'au niveau des importations de cire, nous avons une quantité de cire importée de l'ordre de 2,5 milliers de tonnes, donc 2500 tonnes de cire, pour un usage apicole, mais également industriel, cosmétique et agroalimentaire, car il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la cire d'abeille reste il est impossible de se passer de la cire d'abeille pour constituer la plupart des cosmétiques, notamment les rouges à lèvres et autres. Et donc cette consommation de cire dépasse largement la production française annuelle. Vous avez ici une représentation du cycle de la cire au niveau de la transformation pour un usage apicole au travers du travail des ciriers qui remettent des feuilles de cire en vente auprès des magasins ou de leurs clients apiculteurs. Donc différentes problématiques découlent de ce réseau, c'est celle de la traçabilité, de la gestion des problèmes sanitaires, notamment la présence de spores de loques américaines dans la cire qui doit être maîtrisée. C'est interdit de mélanger quelque chose à de la cire pure d'abeille. On verra ce qu'il en est justement, c'est le contexte de l'étude. Et les problématiques commerciales liées à cela, sur les différentes interactions entre les membres de ce circuit. L'objectif de ce projet CIMCA était d'enrayer la circulation d'une cire toxique pour les abeilles et d'améliorer la qualité des cires en général en essayant de faire les 4 étapes ci-dessous, un état des lieux de la situation en France, un état des lieux de la toxicité et de la qualité des cires d'abeilles qui circulent en France pour objectiver une situation sur notre territoire et ensuite produire des outils qui permettront d'améliorer les différents points que je viens de citer. Et on a donc pour cela travaillé sur 3 actions différentes. La première visait à répondre à la question quels sont les niveaux actuels qu'on rencontre dans la cire d'apiculteur utilisée chez vous. On a fait pour cela un recensement des données, un échantillonnage auprès des apiculteurs des différentes régions, des analyses, et je vous présente ici maintenant l'état des lieux. La question 2 qu'on s'est posée, c'était de comprendre quelle était la conséquence de ces intoxications ou adultérations sur les abeilles. On lit un résultat d'analyse, on ne sait pas pour autant l'interpréter en problématique pour les abeilles, donc on a mis en place des études in vivo, donc dans des ruches, on a mis de la cire dont on connaissait précisément les contaminants et on a regardé comment se comportait le couvain au regard des contaminants qui étaient présents dans la cire qu'on leur imposait. Et l'étape 3 dans laquelle on est actuellement de travailler pour finir ce projet, ce sera la rédaction d'un guide des bonnes pratiques à l'usage des apiculteurs et surtout des ciriers pour essayer d'améliorer les différents problèmes qu'on a relevés. Je vais d'abord prendre 5 minutes pour vous rappeler ce qu'est la cire d'abeille. Alors je sais que je parle à des apiculteurs, vous avez déjà tous vu la cire d'abeille sous toutes ses différentes formes, et notamment la production de cire d'abeille au niveau d'une abeille. Donc là vous avez les différentes petites feuilles de cire qui sortent des interstices entre les différentes plaques ventrales de l'abeille. Ces feuilles de cire sont toutes d'environ 1,5 mg et elles sont produites directement par les abeilles. C'est une particularité, une exception chez les animaux que de produire de la cire. C'est en général végétal, la cire, mais l'abeille sait en faire également. Elle produit cette cire en consommant des sucres et aussi des corps gras, donc le pollen et le miel lui servent à faire stimuler ces glandes cirières qui vont générer cette production de cire. Tic-tac. Et donc là vous avez pour 2-3 petites coupes sur les différentes cellules qui sont sous les plaques ventrales de l'abeille, où vous avez en fait des glandes qui vont apparaître et disparaître en fonction de l'âge de l'abeille. Donc c'est des glandes qui apparaissent plutôt autour du 6e jour, et on a un pic de production de cire à ce moment-là, autour du 14e, 15e jour de vie de l'abeille, et en général ça diminue ensuite pour s'arrêter complètement. Donc il y a une phase dans le développement de l'individu où elle va être productrice de cire.
Et dans cette phase-là, donc, elle aura des cellules cirières, des cellules graisseuses particulièrement bien développées. Ça, voici une autre coupe, hein, c'est la dernière, un peu compliquée en biologie. Comme ça, vous avez ici les cellules qui sont donc les deux qu'on vient de voir, qui vont produire les éléments nécessaires à la production de cire. C'est conduit dans des tubules au travers de la peau de l'abeille jusqu'à cette plaque interventrale où on a des miroirs qui sont en fait des moules. Là, vous avez une vue du dessus d'un moule qui est recouvert d'une plaque de cire qui va donc sécher et pouvoir être détachée par l'abeille et ensuite récupérée avec les mandibules, malaxée, transformée et transformée donc en rayon dans lequel elle ira pondre ou faire son miel. Donc là, un petit rappel de comment fonctionne la biologie de l'insecte. Et pour ce qui est de la composition chimique de la cire, eh bien c'est très compliqué. Je ne vais pas vous détailler ça vraiment parce qu'il y a plus de 300 composants identifiés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui encore, l'industrie pharmaceutique et cosmétique ne sait pas remplacer la cire d'abeille par quelque chose d'autre. Ils aimeraient bien. C'est très très cher. Ça explique le prix des rouges à lèvres. Et cette sécrétion animale complexe est composée principalement d'hydrocarbures. Hein, ça brûle très bien la cire. Vous avez tous remarqué que c'est facile à faire démarrer un feu. Ce sont des hydrocarbures. Alors il ne s'agit pas du méthane ou du butane, hein, qu'on utilise dans le gaz de ville, mais il s'agit plutôt de longues molécules carbonées. Ça reste toujours de la famille des hydrocarbures. Et souvent, il y a un petit groupe carboxylique qui est attaché au bout. Donc ça devient des acides gras. Et vous avez donc beaucoup d'acides gras différents, très nombreux. Et des esters d'acides gras, donc des acides gras qui se regroupent par paquets de 2 ou de 3 et qui font des structures encore plus complexes. Donc je ne vais pas trop détailler cet aspect-là, mais c'était important de voir un peu la composition chimique, vu qu'on va parler après de présence d'adultérants ou de produits chimiques non désirés dans la cire d'abeille. Vous avez ici une carte d'identité qui a été proposée par les chercheurs sur la cire d'abeille. Donc il y a un certain degré de point de fusion, il y a une certaine densité particulière, des indices d'acide ou autres qui peuvent être mesurés en laboratoire, et on peut remarquer que l'échantillon qu'on analyse en laboratoire correspond ou ne correspond pas à ces différents indices qui sont connus comme étant les références pour la cire pure d'abeille. Et notamment au niveau des hydrocarbures, on sait qu'ils ont une certaine présence, une certaine quantité, et on sait notamment distinguer de la cire adultérée ou de la cire pure en fonction de l'analyse de ces hydrocarbures. Je vais très rapidement présenter l'essentiel. Hein. Déjà, l'adultération, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de couper un produit avec quelque chose qui est équivalent mais d'une valeur moindre ou d'une qualité moindre. Donc c'est une fraude. Et ça consiste donc à rajouter, par exemple, de la cire végétale, de la cire minérale, paraffine, stérine ou autre, cire microcristalline, dans un lot de cire pure d'abeille. Et il faut distinguer cela de la contamination, qui est en fait le résultat d'une contamination par les éléments liés aux facteurs environnementaux en général. Donc c'est une présence non désirée de composés extérieurs. Et ça peut être aussi une fraude, quand c'est fait de manière intentionnelle, mais la plupart du temps, ce sont des contaminations dues à l'extérieur et qui sont des phénomènes naturels. Si on regarde un peu l'histoire, on remarque tout de suite que la fraude sur la cire d'abeille n'est pas un phénomène nouveau. Hein. On a des témoignages, je veux tout de suite vous présenter ce magazine de 1927, où on a comme article principal un article sur la cire gaufrée pure et sa rareté qui augmente. Donc on a un sujet qui est assez ancien, et même avant cela, ça devait déjà exister avant ce magazine, où on peut voir effectivement qu'on se plaint que la cire gaufrée pure est de plus en plus rare, et que certains vendeurs se targuent justement d'avoir une cire améliorée, parce qu'à l'époque on trouvait que les produits de synthèse étaient novateurs, et innovants, et donc peut-être bons. Il ne faudrait pas croire qu'une cire coupée avec autre chose puisse avoir toutes les qualités de la cire pure. Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte, la cire pure a les qualités qui conviennent à l'abeille, et lorsqu'on la fraude, lorsqu'elle est coupée, elle perd rapidement l'intérêt pour les abeilles. Alors, pour revenir en synthèse, pour terminer un peu sur la question de la physico-chimie, on sait par exemple que les hydrocarbures naturels issus par exemple de l'abeille ont des chaînes à nombre pair d'atomes de carbone, alors que lorsqu'on travaille avec des produits issus du pétrole, on a aussi des chaînes de carbone avec un nombre pair et aussi impair. Donc quand on analyse une cire et qu'on remarque qu'il y a une présence d'hydrocarbures en nombre impair d'atomes de carbone, on sait qu'on a affaire à quelque chose de fraudé, de coupé, et on peut commencer à estimer les taux de pureté d'une cire. Alors la paraffine, c'est donc un mélange de ces différentes chaînes de carbone d'un nombre pair et impair d'atomes.
Alors dans la cire pure, on a que des hydrocarbures naturels, donc que des hydrocarbures en nombre impair, et on a différents pourcentages en fonction de l'âge de l'abeille, ou en fonction même de l'espèce. Une abeille serrana ou mellifera ou autre, ou dorsata, ne fera pas la même cire. Donc on a une grande variabilité de composition, et en gros on a beaucoup d'acide palmitique, là je vous l'ai mis ici, et on a aussi un tout petit peu d'acide oléique ou stéarique qui sont à l'état de trace. Donc c'est assez compliqué aussi de se prononcer sur les échantillons, mais on arrive quand même à faire des études qui montrent la présence, par exemple, de différents composants, comme la stéarine. Ici, je vous ai mis une photo de cire coupée à la stéarine. C'est issu de l'huile de palme ou de l'huile de coco. Des photos qui ont été prises sur des échantillons de cire belge vendus en 2016, qui étaient corrélés à une observation de mortalité élevée du couvain sur cette cire. Et effectivement, on suppose que cet acide stéarique va donner une acidité différente de la cire qui pourrait être éventuellement la cause de la mortalité des larves. Alors là, on a une étude qui montre qu'effectivement, la survie de l'abeille diminue, plus on met de stéarine, moins il y a de survie de l'abeille. Et voici une photo pathologique où on voit effectivement un aspect très mosaïque du couvain, qui est donc expliqué par cette présence de stéarine. Une autre photo qui vous montre le cas pour de la paraffine. Là, on a eu un cadre qui s'est effondré parce que les propriétés mécaniques, et notamment le point de fusion et la malléabilité d'une cire pure d'abeille sera différente d'une cire falsifiée. Et là, à l'usage, on se rend compte qu'une cire coupée à la paraffine, elle peut s'effondrer au fond de la ruche et donc poser tout un tas de problèmes pour la survie de la colonie. Autre photo, toujours une cire coupée à la paraffine. Donc celle-là, je l'ai prise à l'université de Hohenheim, où on a quelques diapos qui vont suivre, qui ont été prises sur les données de l'université de Hohenheim, qui a pas mal de données sur la cire. Et celle-ci, donc vous voyez le problème, c'est que la malléabilité de l'opercule de la cellule étant moindre, donc la cellule est plus rigide, et les abeilles ont du mal à sortir leur tête et à naître du fait d'une résistance mécanique trop importante de l'opercule. Donc bien sûr, gros problème pour la survie de la ruche si les abeilles ne sont pas capables de passer l'opercule. Donc tout ça, c'est des symptômes, des exemples de symptômes, et on a notamment dans le réseau depuis plusieurs années des alertes d'apiculteurs qui nous envoient des photos de ce type-là. J'ai des problèmes, je ne comprends pas, j'ai une maladie, mais j'arrive pas à comprendre laquelle, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que j'étais intoxiqué ou quoi, et donc ils vont chercher des raisons, des explications, et on forme des hypothèses. Et en fait, une des hypothèses, c'était que le problème ne venait pas de l'environnement extérieur de la ruche, mais intérieur de la ruche, c'est-à-dire la cire d'abeille. Et vous avez ici une photo d'un cadre qui a des problèmes, et dans la même ruche, un autre cadre qui n'avait pas de problème. Donc une photo qui montrait bien voilà, l'existence d'un souci, et ce genre d'observation nous a conduit à développer le projet SIMCA. Encore une dernière photo pour terminer. Donc voilà, du couvain lacunaire, mosaïque, des problèmes de population d'abeilles qui en découlent, etc., etc. Donc voici pour la présentation globale de la cire d'abeille et du problème de falsification. Les autorités nationales ont pris les choses en main en 2016 en lançant une grande enquête sur la filière de transformation de la cire d'abeille. Une enquête dont on a déjà parlé dans les précédentes réunions techniques et qui peut se lire sur Internet si vous voulez vous en apprendre plus. Cette enquête a découlé, de cette enquête découlent des actions en justice avec des dossiers en cours au jour d'aujourd'hui. Et je vais donc vous présenter encore quelques diapos que j'ai prises donc à l'université de Hohenheim sur les connaissances actuelles que nous avions, en tout cas avant le démarrage du projet SIMCA, sur la problématique de cette présence de cire contaminée dans les ruches, avec le problème du stockage des molécules dans la cire, le problème des contaminants retrouvés et de la migration des molécules de la cire d'abeille vers la nourriture des larves, ou de la cire d'abeille du corps vers la cire d'abeille des hausses, qui est donc la cire d'opercule, a priori exemple de résidus parce que neuve. Alors, cette diapo, vous voyez ici une simulation de la dispersion des molécules dans du miel. Donc là, on imagine du miel contaminé, mis dans une alvéole d'abeille, et on voit avec le temps que ces molécules qui préfèrent la graisse, elles sont liposolubles, donc elles se dissolvent de préférence dans la graisse plutôt que dans l'eau. Elles vont fuir le milieu humide qui est le miel pour se stocker en surface de la cire, qui est donc un milieu graisseux, elles vont s'y attacher,
Et au bout d'un temps, le miel aura été entre guillemets épuré, mais cette molécule va s'installer dans la cire et va y demeurer, elle va y être stockée. Cela va modifier la qualité de la cire de manière invisible et cela pourra ensuite être redistribué de manière un équilibre avec la nourriture larvaire qui sera mise dans la cellule. Elle pourra donc relarguer quelques molécules pour contaminer cette nourriture des larves. Alors, une des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'au travers de ces études sur les intoxications, donc la présence de molécules chimiques dans les matrices apicoles, donc la cire d'abeille, les abeilles, le pollen ou le miel, celui qui s'en sort le mieux, c'est le miel. Le miel est exempt de résidus dans la grande majorité des cas. Sur les quelques centaines d'échantillons que le réseau des ADA a analysés avec l'Institut, on a 93 des échantillons de miel qui sont sans résidus détectés. Donc on a seulement 7% des échantillons qui ont été analysés qui ont montré une présence de résidus, donc des fois dans des quantités très faibles, des fois moindres, mais en tout cas c'est des cas tout à fait marginaux. Donc ça c'est rassurant pour tous les consommateurs de miel. Étant donné que la plupart des molécules chimiques sont liposolubles, elles vont toutes en fait être filtrées par la masse de cire de la ruche ou même par les abeilles elles-mêmes qui vont stocker et être intoxiqués, donc souffrir de leur côté, et qui vont stocker en fait la plupart des molécules qui vont rentrer dans les produits de la ruche. Le pain d'abeille ou la cire d'abeille est beaucoup plus contaminé que le miel, beaucoup plus fréquemment. Une dernière diapo rapidement pour préciser l'impact qu'a la cire contaminée sur les abeilles. On a pu mesurer, donc 3 publications prises au hasard, mesurer que c'était lié à une baisse de poids des reines lorsqu'elles étaient élevées dans des cellules contaminées, une baisse du taux d'acceptation des cellules de reines, mais également des retards de développement chez les larves et une durée de vie plus courte des adultes. Donc une fois que la larve est née, l'abeille adulte va vivre moins longtemps, et dans l'étude c'était jusqu'à moins 4 jours. Donc ça commence à être sensible pour les différents niveaux de contamination qui ont été mesurés dans l'étude. On a également montré que chez les mâles, ça entraînait une baisse de fertilité. Bon, là, on commence à avoir l'habitude, on commence à le savoir. Mais voilà, donc quelques exemples de problématiques liées à la présence de polluants, notamment des pesticides, dans la cire d'abeille. Et lorsqu'on regarde quels sont les polluants présents, ce qu'on remarque, c'est que les polluants présents en grande quantité, en grande majorité, attendez, je me suis trompé de bouton, ça va être, par exemple, ici le tofluvalinate, ici le coumaphos, donc les produits acaricides utilisés par les apiculteurs que eux-mêmes mettent dans les ruches pour lutter contre le grave problème du varroa. Ce sera de manière très classique, ça a été prouvé en France, mais également en Espagne et dans d'autres pays, que nous retrouvons principalement les produits que les apiculteurs posent eux-mêmes dans les ruches. Et tout le reste, ce sont effectivement les traces de produits utilisés dans le paysage agricole qui environne la ruche. Donc on a beaucoup de fongicides et d'autres pesticides qui se retrouvent, mais à des niveaux moindres et moins fréquents que les produits que les apiculteurs utilisent. Donc là, c'était pour revenir sur des connaissances qui, à mon avis, sont déjà présentes chez vous. Et je voulais aussi vous montrer cette diapo parce qu'elle démystifie le mythe selon lequel la cire d'opercule est forcément pure, forcément exempte de toute contamination vu qu'elle a été fabriquée dans l'année. On a pu mesurer, ici dans le cas du coumaphos, qui est donc un produit particulièrement sale, interdit en France parce que trop rémanent dans les cires, il a une durée de vie très longue et il se stocke dans la cire, il adore ça, il ne bougera plus, quoi. Même quelques dizaines d'années après avoir arrêté le coumaphos, on trouve toujours des résidus de coumaphos dans les cires des apiculteurs qui l'ont utilisé. Donc un produit qu'on ne souhaite plus utiliser du tout. Et donc l'université de Hohenheim avait travaillé sur la pollution du coumaphos en donnant exprès un médicament à base de cette molécule dans des ruches, donc en hiver, et on a donc mesuré le taux de contamination de la cire qui varie entre 5 et 24. Et lorsqu'on a l'année suivante mis des rhéos de cire pure, on a mis une rhéos 1 et une rhéos 2, et en fin d'année, on a mesuré le taux de présence de ce coumaphos dans la cire d'opercule, et on a observé qu'effectivement, il y avait une présence d'environ 1,7 et 1,2, donc environ 1/10 de ce qui avait été retrouvé dans la cire du corps. Donc on a bien assisté à une migration de ces molécules vers les cadres du haut, des rhéos, notamment parce que les abeilles, elles bougent, elles déplacent la cire, elles la malaxent, elles la mélangent. Donc il y a bien un travail qui fait qu'il faut se méfier et faire en sorte non seulement de privilégier les cires d'opercule, mais aussi de faire attention à ne pas trop contaminer les cires de corps.
Voilà pour mon introduction et je vais pouvoir présenter maintenant les résultats de cette analyse qui a été faite sur la France avec les cires que nous avons récoltées auprès de vous, les apiculteurs. Vous avez un premier état des lieux qui a été fait. Donc on a fait un appel aux participants, on a collecté des échantillons, on a demandé à chaque participant de répondre à des questions. Et tous les échantillons ont ensuite été envoyés pour analyse et on a constitué une grosse base de données que nous avons ensuite triturée pour faire des analyses statistiques sur différentes comparaisons de populations. Et voici une petite photo des échantillons qu'on avait prélevés dans le Grand Est. Donc voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a envoyé ça au labo, des feuilles de cire, et nous avons reçu en retour des merveilleux bilans où, par exemple, voilà, on a retrouvé un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci, un peu de cela. Et on a dû ensuite travailler, donc avec l'Institut, travailler sur la mise en place d'un indicateur de la qualité, qui est donc ETR, le quotient de risque lié à ce cocktail de molécules. Et c'est donc une formule qu'on modélise comme ça, qui consiste à on prend en compte l'exposition à chaque molécule et la toxicité de chaque molécule, donc la quantité de la substance A divisée par la dose létale de la substance A, et on additionne comme cela des coefficients de risque de toutes les molécules présentes. Ce qui n'est pas satisfaisant parce qu'il y a le problème de l'effet cocktail dont on a parlé juste avant, qui n'est pas encore connu suffisamment pour être intégré dans le quotient, dans l'indicateur de risque. Mais c'est bien le but que d'affiner ces connaissances et d'affiner la manière de calculer le coefficient de risque potentiel d'une cire qui contient ceci. On a donc actuellement dans cette étude travaillé sur 278 échantillons. Je vous en présente les bilans globaux sur les 278 échantillons français qui ont été analysés sur ces 2 hivers. On a retrouvé environ 81 molécules sur les 500 molécules recherchées et on a retrouvé 4 molécules adultérantes sur 14 molécules recherchées. Donc on se rend compte quand on regarde le tableau qu'en moyenne, pour chaque échantillon, on a une moyenne qui était de 4,5 substances pour une concentration moyenne de 1 mg/1. Donc on a aussi calculé donc derrière le nombre de molécules et le coefficient de risque que je viens de vous présenter pour la moyenne, la médiane, le maximum. Donc au minimum, on a retrouvé des échantillons à 0 molécules présentes et le maximum, c'est un record à 19 molécules présentes avec une concentration de 49 mg, donc là on commence vraiment à être dans du lourd, mais globalement on se rend compte que la moyenne est relativement basse, donc c'était un premier résultat intéressant. Et pour ce qui est des adultérants, donc des acides palmitiques, oléiques ou hydrocarbures de paraffine présents dans la cire ou acide stéarique, on a donc une fréquence de détection qui est beaucoup plus importante, en tout cas pour l'acide palmitique, mais il est naturellement présent à des taux très faibles dans la cire d'abeille. L'acide stéarique très très peu présent, et l'hydrocarbure de paraffine a été retrouvé dans un cas sur 2, mais à des concentrations moyennes assez faibles. Donc ça c'est la moyenne. La moyenne, vous savez qu'elle cache la forêt. Ce qui compte, c'est d'observer un peu le détail des différentes populations de cire. Mais on a cette première approche globale. Et on a ensuite un bilan ici pour le Grand Est. On a fait donc une infographie qu'on vous fera parvenir très prochainement dans le Flash Abeille. Donc une infographie, on vous montre ici d'abord, première page, le résultat des enquêtes. Sur les 51 cires du Grand Est, on a donc 22% qui provenaient d'apiculteurs bio, 37% des apiculteurs et apicultrices qui ont participé, qui étaient déjà installés depuis plus de 5 ans. Et surtout qu'on se remarque, c'est qu'effectivement, déjà, on a 80% d'apiculteurs ou apicultrices qui sont autosuffisants en cire, donc qui ne se fournissent que chez eux, et qui évitent de faire venir de la cire de l'extérieur. Donc c'était tout à fait intéressant pour nous d'analyser la situation chez eux. Et on a aussi des chiffres sur le taux de renouvellement ou sur les pratiques de la lutte contre varroa. Donc on a 22% d'apiculteurs bio et 23% qui traitent en bio, donc c'est assez cohérent. Et on a 70% des apiculteurs qui ne recyclent que et uniquement les opercules d'EOS. Donc ils sont déjà dans une démarche, qui sont déjà sensibilisés aux problématiques d'intoxication et d'adultération des cires. Donc ça c'est pour la partie enquête, et pour la partie résultat, vous avez ici le nombre moyen de substances détectées dans le Grand Est. Donc on est à 5 molécules, 1,1, 2 détectées en moyenne. Et la médiane, donc 50% des échantillons étaient autour de 4 molécules détectées. On avait un minimum à 0 et un maximum à 14 molécules pour un seul échantillon. Et
pour ce qui est des concentrations, on a en moyenne une concentration de 0,7 qui est vraiment très faible et qu'on va pouvoir comparer avec les autres régions où je vais vous montrer toutes ces comparaisons maintenant, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le paysage des produits qu'on retrouve dans la cire. Donc, de la même façon que la diapo précédente qui parlait de ce sujet, on a retrouvé dans le Grand Est 35% de molécules usage apicole. Donc, un gros tiers des molécules présentes dans les cires étaient des molécules à usage apicole. Et le reste, c'était donc l'expression du paysage agricole de ces ruches, avec beaucoup de fongicides et un petit peu d'insecticides ou d'autres molécules qui sont donc à usage agricole. Pour les molécules, pour les substances, c'est ici. Et pour le tableau du bas, vous avez les adultérants. Donc on a retrouvé environ 0,8 de paraffine et donc des taux très très faibles. En gros, en moyenne, quand on calcule la paraffine et les autres composants rares du type palmitique, oléique, stéarique, on arrive à une moyenne de 1,6 d'impuretés retrouvées dans les cires utilisées par les apiculteurs du Grand Est. Donc 1,6, c'est pas grand-chose. C'est pas cohérent avec une pratique volontaire de fraude d'un cirier qui voudrait gonfler ses volumes, parce que si on rajoute 1% de cire frauduleuse dans de la cire pure, on n'a rien à y gagner, hein, clairement. C'est pas une pratique frauduleuse, c'est plutôt une pratique qui est l'hypothèse, c'est que ce sont en fait des traces qui sont quasiment inévitables étant donné le mélange des cires, de différents lots dans les process, ou peut-être des effets de transfert aussi de la paraffine qui peut être présente dans le traitement du bois des ruches, qui peut aussi être transférée par le comportement des abeilles vers la cire d'opercule, la cire de cadre. Ça, quelque part, j'en reparlerai après, c'est un peu une des questions émergentes sur lesquelles on a envie de faire des études complémentaires l'an prochain pour préciser justement l'existence et la rapidité de cette hypothèse de transfert du traitement du bois vers les colonies. Bon, voici une photographie donc globale de la contamination et de l'adultération des cires dans notre région. Et ce qu'on a pu faire également, c'est donc des comparaisons de ces différents résultats avec la base de données nationale. Alors ce tableau, on ne va pas le passer en détail, hein, je vous rassure. Le Grand Est, il est là en jaune, et vous avez les différentes régions. Donc on voit qu'effectivement, voilà, le nombre moyen de substances retrouvées, il tourne entre 4, 3, 5, 5, 4, 3. Donc c'est assez homogène au niveau des régions. Les concentrations totales, c'est plus ou moins, effectivement, il y a des différences. Mais en fait, ce n'est pas tellement intéressant de regarder ce graphique, cette comparaison entre régions, parce que les populations que nous avons échantillonnées sont très différentes d'une région à l'autre. Et ce qui va être intéressant, c'est de les regrouper en populations cohérentes et de les distinguer entre elles. Ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous présenter d'abord de nouveau un tableau global, tous les échantillons français. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Voici les molécules qu'on a retrouvées le plus fréquemment. Et on retrouve effectivement le coumaphos, 61% d'apparition du coumaphos, molécule de traitement interdite en France, mais très rémanente dans la cire, donc on n'est pas étonné de retrouver des résidus de quelque chose qui est interdit depuis des dizaines d'années. Et le tofluvalinate, donc le produit, la matière active d'un médicament contre le varroa, également, ce sont les deux records. Donc c'est exactement le même type de résultat que nous avions déjà observé en France ou ailleurs en Europe. Et après, on va retrouver d'autres produits, donc des fongicides ou autres herbicides, qui vont être présents des fois jusqu'à hauteur de 30%. Ici, je vous ai mis en gras les plus fréquents. Donc on retrouve cette expression donc, de différentes molécules et quelles sont les conséquences pour les abeilles. On va essayer d'approcher cette question-là. Le travail de ce projet n'est pas encore terminé, donc les diapos suivantes ne sont pas basées sur les 300 échantillons de ces 2 dernières années, mais uniquement sur la moitié d'entre eux qui ont déjà été traités, donc les échantillons de la première année de suivi. On a déjà des résultats intermédiaires, donc je vais vous présenter cela. Et d'ici le printemps, l'étude sera terminée, on pourra vous présenter le bilan final. Alors, quand on reçoit comme ça des centaines de résultats d'analyse, on a une base de données, on a donc des différents apiculteurs et différents résultats. On va convertir ça dans un graphique, donc un nuage de points, mais comme c'est pas très facile à lire un nuage de points, et là il y a plusieurs points, on ne sait pas exactement dire combien, on va transformer ça en boîte à moustache. Donc là, ici, vous avez une boîte qui contient la moitié des échantillons, la moitié des données est dans la boîte. 25% dans la moustache au-dessus et 25% dans la moustache en dessous. Donc ça nous permet d'avoir une lecture plus facile, quand on est habitué à observer des boîtes à moustaches, c'est plus parlant que d'observer des nuages de points.
Et vous avez au-dessus de la boîte ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. Ce sont les valeurs qui statistiquement ne rentrent pas dans une distribution normale des données. Et donc on préfère garder une boîte qui correspond à une distribution normale. Et tout ce qui est extra-normal, on va le mettre en petits points en valeur extrême. Et comme ça, on peut comparer toutes les données. Donc c'est le même tableau que je vous avais mis avant, là, qui était illisible, mais là, il est présenté en boîte à moustache, et on voit qu'effectivement, toutes les régions, grosso modo, ont des profils à peu près similaires. Donc vous avez un nombre de substances grosso modo similaires, une concentration totale grosso modo semblable, avec des valeurs extrêmes pour certains échantillons particulièrement carabinés, et des coefficients de risque qui sont globalement similaires. En fait, on n'a pas trouvé de différence entre les régions, mais ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas échantillonné aussi exactement les mêmes personnes entre les régions et qu'on a refait des groupes cohérents derrière pour faire une analyse cohérente de ces problématiques de la cire. Première analyse, par exemple, comparaison des lots qui sont bio et des lots qui sont conventionnels. Alors, clairement, il y a un avantage à la cire bio, vous allez me dire que vous y attendez. Ce qu'on a pu affiner, c'est par exemple le calcul de la différence de risque associée en moyenne entre les lots. Donc par exemple, là, en moyenne, on voit que... Alors je ne vous ai pas mis beaucoup de boîtes à moustaches après, je les ai enlevées, hein, mais bon, globalement, en conventionnel, on a la moitié des échantillons qui sont à ce niveau-là, alors qu'en bio, on a la moitié des échantillons qui sont à ce niveau-là. Le trait, c'est la médiane, et on voit qu'il y a une différence donc, entre la médiane bio et la médiane conventionnelle, une différence qui est de l'ordre de 2 fois plus de substances en nombre de substances. Pour la concentration, on a jusqu'à 14 fois plus de produits, donc plus de concentration de matière active dans la cire conventionnelle. Et donc on a un calcul du coefficient de risque qui est en moyenne 20 fois supérieur pour de la cire conventionnelle. Donc voilà ce qu'on a pu faire avec cette étude, résultat intermédiaire qu'on va encore consolider, quantifier effectivement ce qu'il en était de cette importance pour l'abeille, a priori sur les outils actuels que nous sommes encore en train de peaufiner pour calculer ce coefficient de risque. Donc avantage à la cire bio, ok. On a également comparé les différentes provenances de cire, parce qu'on avait de la cire qui venait de groupements d'apiculteurs, de la cire qui venait de l'exploitation directe, travaillée donc en circuit clos, donc que de la cire d'exploitation origine 100% personnelle, et enfin de la cire achetée dans le commerce. Et on observe qu'il y a un clair avantage à la cire provenant directement de l'apiculteur et travaillée à façon par le cirier. Et juste derrière, il y avait donc la cire obtenue par des groupements d'apiculteurs qui étaient plus ou moins de même qualité que la cire provenant d'exploitation. En termes de résultats, en moyenne, toujours en moyenne, hein, on va parler des moyennes pour simplifier, on a trouvé 2 fois plus de substances dans la cire achetée dans la cire de groupement d'apiculteurs, et une concentration et un risque moyen qui étaient globalement similaires. Par contre, pour les cires achetées en magasin, on a trouvé jusqu'à 26 fois plus de concentration de résidus et un ETR moyen qui était de l'ordre de 11 à 15 fois supérieur pour la cire de magasin par rapport à une cire d'exploitation. Donc là également, on voit qu'il y a une vraie différence, un vrai problème, statistiquement significatif évidemment, entre ces différents modes de fourniture, donc de source de provenance de la cire d'abeille. On a continué à comparer les choses, par exemple au niveau de la nature de la cire, est-ce qu'il y a une différence entre la cire d'opercule, de hausse, et la cire de mélange ou de la cire d'origine inconnue? Eh bien effectivement, on va encore une fois retrouver cette même différence, très importante également pour le coup, entre une cire d'opercule et une cire de mélange ou une cire d'origine inconnue, qui pour le coup était peut-être... il y avait moins d'individus dans ce box plot-là hein, que dans les autres, mais on voit qu'effectivement, en moyenne, on a un nombre de substances qui est 2 fois moindre pour la cire d'opercule et une concentration totale qui est largement moindre également. On a retrouvé jusqu'à 30 fois plus de concentration de molécules dans de la cire de mélange ou inconnue, et un risque qui allait jusqu'à 10 fois plus qu'on comparait une cire de mélange d'origine inconnue par rapport à une cire d'opercule. Et donc voilà, donc encore une fois, un fort avantage à la cire provenant d'opercules. Et quand on regarde encore plus au sein de la population des opercules, si on compare conventionnel et bio, on va de nouveau retrouver ici en bio que la cire de mélange et d'origine inconnue va avoir peut-être un nombre similaire, une concentration similaire, mais un risque médian 6 fois supérieur à la cire bio d'opercule. Donc la cire bio issue de mélange de corps et d'origine inconnue a un risque médian 6 fois supérieur à la cire d'opercule. Pour le conventionnel, c'est pareil. La cire conventionnelle d'opercule est en moyenne 6 à 8 fois moins dangereuse
potentiellement que la cire conventionnelle issue de mélange. Donc là encore, on retrouve l'avantage aux opercules, aussi bien dans la population bio que dans la population conventionnelle. Voilà, donc on s'y attendait un peu, mais on a pu affiner, mesurer et pondérer un peu le risque. Donc on va consolider ces résultats intermédiaires avec les derniers résultats de l'année, et on vous fera un bilan complet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer peut-être la population conventionnelle d'opercules avec bio d'opercules, et effectivement, là aussi, on va retrouver ce risque supérieur pour la cire conventionnelle d'opercules. Alors, en résumé, on a un avantage à la cire qui vient de l'exploitation. Cire en vase clos, l'apiculteur produit sa cire, récupère sa cire d'opercule et la donne en direct au cirier pour qu'il la transforme à façon. Ou s'il n'y a pas la quantité nécessaire pour traiter à façon un lot de cire, on se regroupe à plusieurs apiculteurs de confiance pour créer un groupement et avoir son propre lot de groupement traité à façon par le cirier. Et sinon, on a un fort avantage à la cire provenant d'opercules et à la cire bio. Donc bien sûr, la cire bio d'opercules, c'était le summum d'un point de vue apicole, c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors maintenant, on va dire, on n'a pas cassé, on n'a pas révolutionné la question. Par contre, ce qu'on a pu faire, donc, c'est déjà de vérifier cet ordre de préférence, mais également quantifier les avantages, enfin le risque associé à chacune de ces catégories de cire. Et dans le rapport final, on aura encore plus de détails, plus de précision. Et pour nous, il s'agissait surtout, au travers de ce travail-là, de continuer à consolider les outils de diagnostic de cette qualité des cires. Alors, on a un outil belge qui s'appelle Bitox Wax et un outil français qui s'appelle Cire Carré. Et donc, on a continué, dans la deuxième partie de l'expérimentation que je vais maintenant présenter, à consolider ces outils en vérifiant leur robustesse. C'est-à-dire à comparer ce que nous dit la calculette à risque avec ce que nous dit les abeilles. On a donc mis en place des tests in vivo dans des ruches. On a fait bâtir et pondre des cires de différentes qualités, dont on connaissait justement la qualité toxicologique vu qu'on avait l'analyse de labo, et on a comparé ça avec de la cire pure. Donc ça, c'était l'action 2. Le but est de pouvoir vous dire, en lisant le résultat d'analyse, si cette cire est conseillée, déconseillée pour les âges apicoles. Donc on a repris les cires les plus sales que nous avions trouvées au travers de cette étude. Donc, toutes les cires qui étaient très contaminées ou très adultérées, ou les deux, on les a mises en cadron test, un cadron chimère composé pour une partie de ce cadre test avec les contaminants connus, et de l'autre partie pour un cadre témoin connu pour avoir 0 contaminant, 0 résidu, et donc une pureté a priori parfaite. Donc on a fait des cadres chimères, comme ça la reine elle pouvait pondre sur l'intégralité du cadre, et on a pu observer ensuite le développement de ce couvain au travers du temps, et on a donc pu comparer des choses comparables. On a fait cela non pas à l'œil, mais avec un œil électronique. On a pris des photos et on a fait passer ça dans un logiciel pour avoir un suivi individuel de chacune des cellules et pouvoir calculer le temps de développement, le nombre de cellules qui ont eu un succès, donc l'abeille a pu naître, et le nombre de cellules qui ont eu un échec, c'est-à-dire la larve est morte au cours du développement. Voici un exemple pour une ruche donnée. Donc ça, c'est, je ne sais même plus quel lot c'était, mais vous avez un cadre chimère avec une cire test, une cire témoin. Jour 0, jour de mise en place. Jour 4, on a déjà de la ponte, elle est visible. On avait encagé en fait la reine sur ce cadre-là pour être sûr qu'elle ponde, donc on ne lui a pas trop laissé le choix. Et on a suivi le développement. Jour 8, et là vous commencez à avoir des symptômes sur le cadre test. Ça n'a pas la même tronche qu'à droite. Donc à droite, vous avez le couvain bien operculé, bien dense, homogène et propre. Et ici, le couvain en mosaïque que vous devez probablement aussi connaître. Et on a suivi comme ça, jour 14, jour 18, jour 22, jusqu'à la naissance, jusqu'à l'émergence donc des abeilles. On a observé le comportement de toutes ces larves avec un super logiciel qui nous a numéroté les cellules et qui retrouvait exactement la bonne cellule pour comparer chaque cellule individuellement. Ça nous a sauvé quand même pas mal de temps de faire ça à l'ordinateur. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec des chiffres et des valeurs pour les différents cocktails de molécules, parce que là, ce qu'on essaye d'approcher dans cette analyse in vivo, c'est la subtilité du cocktail, parce qu'on nous dit potentiellement, vous avez un peu de ceci, il y a un risque connu de la molécule pure de ceci, mais quand on la met en cocktail avec d'autres produits, quel effet cela va-t-il faire? On sait très bien que des fois, ça peut augmenter largement la toxicité du mélange.
Et on a donc pu faire tout de suite à court terme un retour aux participants de l'enquête. On leur a tout de suite renvoyé les résultats d'analyse, mais également une interprétation par rapport à où il se situe par rapport aux copains. Ben, toi, tu es à 0 résidu, c'était vraiment propre par rapport aux collègues. En général, on avait 4-5 molécules. Mais ta cire, franchement, bravo, c'est bien. Ou l'inverse, hein, si c'était malheureusement pas un bon résultat. Donc, retour immédiat, situation par rapport à la base régionale. Et après, on avait utilisé l'outil belge, là, que vous pouvez utiliser vous-même, hein, un accès libre sur Internet, BitoxWax. Vous rentrez les molécules de votre résultat d'analyse, vous appuyez sur Entrée, il vous dit bien, pas bien, moyen. Il vous donne un calcul du risque. Et donc, on a pu utiliser cet outil-là pour donner à titre indicatif un positionnement de la cire de l'apiculteur, alors en sachant qu'il manque des molécules dans la calculette, et c'est bien pour ça qu'on a ce programme cire carré. On travaille donc à augmenter le nombre de molécules et de la connaissance qu'on a de ces molécules, de leur toxicité, pour améliorer ces calculettes à risque. Ça, c'était le résultat à court terme. Et à moyen terme, on va pouvoir donc faire des synthèses et un article détaillé sur tout ce travail et augmenter la valeur de notre outil cire carré pour l'améliorer et donc permettre de faire des retours encore plus précis aux apiculteurs et d'augmenter notamment le nombre de molécules connues par cet outil de calcul du risque. Donc les questions émergentes, j'avais déjà évoqué, c'était la question du transfert de la paraffine entre deux cires gaufrées. Hein. S'il y a une cire adultérée à la paraffine et une cire pure, est-ce que ça va influencer la cire pure? Est-ce qu'elle va être contaminée? Ou est-ce que le bois de la ruche traité, imbibé de paraffine, comme on le fait parfois, peut influencer la contamination de la cire présente dans la ruche? C'est des très bonnes questions, on va essayer d'y répondre l'an prochain. En attendant, on a déjà cette action 3 à terminer qui consistera donc à rédiger le guide des bonnes pratiques issues donc des connaissances acquises dans le projet. Donc ça, c'est pour la suite. Et pour la conclusion, donc je vais vous rappeler le rôle central de la cire. On a bien vu qu'effectivement que la cire d'abeille, lieu d'habitation de nos larves, était central pour la santé des ruches. On rappelle aussi les bonnes pratiques qui consistent à renouveler chaque année au minimum un quart des cadres présents dans la colonie. Un quart ou un tiers, c'est très bien. Certains vont même plus loin, de manière à ne pas avoir de vieilles cires, car ce sont les vieilles cires qui accumulent les molécules et qui donc peuvent créer des problèmes après dans la nourriture larvaire ou dans la cire d'opercule. On a vu également que les produits de traitement varroa étaient responsables des plus grandes fréquences, les plus fréquents à retrouver dans les cires. Donc on va vous rappeler qu'effectivement il y a des règles d'usage, d'utilisation, de préconisation d'usage de ces médicaments et qu'il s'agit de les suivre au mieux. Donc quelqu'un dans la salle avait rappelé que les lanières qu'on laisse tout l'hiver, c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour la résistance du varroa, mais c'est pas non plus une bonne idée pour la qualité toxicologique des cires. Donc on n'a rien à y gagner à laisser les médicaments toute l'année traîner dans les ruches. Il faut faire attention à l'usage des molécules. Et on a vu qu'effectivement, certaines molécules étaient liposolubles, donc à aller se stocker longtemps dans la cire d'abeille. D'autres ne le sont pas, elles sont hydrosolubles. C'est notamment le cas des produits bio. Les acides organiques sont hydrosolubles, donc eux ne se stockent pas dans la cire, ils repartent dans l'air et ils s'évaporent. Et ils ne posent pas les mêmes problèmes que les molécules qui aiment le gras. Alors le thymol, molécule bio, aime le gras et va se stocker dans la cire. Donc toutes les molécules bio ne sont pas exemptes de risques. Les vieilles cires sont des cires à ne pas transformer en cire gaufrée, donc elles ne sont pas à remettre dans un circuit pour un usage apicole. Peut-être qu'on en fera des bougies ou autre chose, mais en tout cas pas un usage apicole. Pour la cire, on laisse construire de la cire jeune et on utilise de la cire jeune. Et effectivement, on se pose la question de quelles sont les sources de cire gaufrée fiables. On a vu que ce n'était pas évident, et donc il faut se poser cette question-là lorsqu'on veut se fournir en cire. Vous avez basiquement 3 options. Hein. Soit vous gaufrez à façon votre propre lot de cire, et c'est la meilleure option possible. Alors, vous travaillez avec un lot personnel si vous avez la quantité nécessaire, et vous pouvez demander une attestation de gaufrage à façon à votre cirier. Si vous n'avez pas la quantité nécessaire, vous vous regroupez avec des apiculteurs de confiance. On peut même aller jusqu'à contractualiser les conditions de l'apport. Pourquoi pas, si on ne se connaît pas suffisamment. Donc quel type de cire on apporte, quel type de médicaments on accepte, quel état sanitaire des ruches on exige, de manière à ne pas mélanger tout et n'importe quoi ensemble. Et on peut également travailler de manière autonome sur l'exploitation en transformant et en fabriquant les feuilles de cire gaufrée soi-même. Très bien, pourquoi pas. Dans ce cas-là, attention aux bonnes pratiques, justement au type de matériel utilisé et au processus. Ils seront développés dans le guide que nous allons rédiger.
Et enfin, on peut aussi acheter de la cire. Ce n'est pas du tout interdit, mais c'est un peu risqué. Donc lorsqu'on achète de la cire, on va exiger qu'elle soit pure et non falsifiée. Et on va demander de préférence de la cire d'opercule si disponible en magasin. Et vous allez aussi, je vous propose, si ce n'est, je vous suggère fortement, de demander des garanties à votre cirier en termes d'analyse du lot qu'il vous vend, d'attestation d'origine, de type de cire, de pureté de la cire, et vous allez conserver des échantillons de la cire achetée et tous les documents remis par le vendeur, facture, numéro de lot et autres, vous le gardez précieusement de manière à pouvoir avoir un élément tangible en cas de pépin. Cette cire que vous avez peut-être achetée à l'extérieur, eh bien, il va être utile de la différencier des autres. Ou même de manière générale, il va être utile à tous les apiculteurs de faire attention à différencier chaque lot de cire de manière à ne pas mélanger les choses et à pouvoir éventuellement trier la bonne de la mauvaise, le cas échéant. Donc on va marquer les cadres en fonction des différents types de cire reçus. On va tracer les lots de cire en fait, dans les ruches de manière à pouvoir évaluer l'hypothèse que le problème qu'on observe cette année-là est peut-être dû à la cire que vous avez utilisée ou peut-être à autre chose. Donc c'est assez important quand on fait en tout cas, peut-être pas pour tous les lots de cire, mais quand vous achetez un lot de cire ou quand vous faites appel à un nouveau fournisseur, tout à fait utile de tracer cette cire dans vos ruches avec un petit symbole spécial pour pouvoir identifier les cadres et éventuellement avoir une hypothèse de travail pour expliquer les problèmes que vous pourriez avoir. Et en cas de doute, si vous avez un doute, vous pouvez faire analyser, vous nous demandez les références labo, on vous donnera les références nécessaires pour faire analyser vos cires. Voilà pour cette présentation.